OK, alors, je vais utiliser une autre version du tableau blanc sur Zoom parce que cette fois-ci, je pense que ce qui est dommage, c'est que le dernier que j'avais fait, il n'est pas sauvegardé dans ma liste de tableau blanc. Là, normalement, il devrait être sauvegardé, donc je peux le récupérer plus tard si besoin. Et je pense que c'est un petit peu plus collaboratif. Ça vous permet notamment, je crois, de vous-même de faire des captures, d'enregistrer si vous voulez en direct au fur et à mesure que j'écris dessus. Donc, normalement, ça doit bien fonctionner. S'il y a un problème, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Donc, normalement, vous pouvez voir ça. Et si vous ne le voyez pas, surtout faites-moi signe pour que je corrige. Mais ça devrait fonctionner comme avant. C'est juste qu'il y a quelques fonctionnalités supplémentaires et surtout, ça sauvegarde le tableau, euh, ce qui peut être une bonne chose. Alors, euh, donc je reprends le fil de discussion, enfin de la dernière fois. D'accord? Donc, on était parti à la suite de l'activité de TD qu'on avait faite. On avait posé la question de quid de ATM. D'accord? Euh, donc, je reprends ma séparation entre machine et langage. D'accord? Automate et langage. D'accord? Donc, on avait vu que il y a un certain nombre d'automates qui reconnaissent certains langages, d'accord? Et ces langages qu'on avait vus au début du cours étaient simplement certains schémas d'organisation de 0 et de 1, on va dire, de certains symboles dans un alphabet. Ce qui est différent, c'est que sur les derniers qu'on a étudiés, pour étudier la notion de décidabilité sur des classes entières de langage, on a conçu de nouveaux langages un peu plus sophistiqués, mais qui restent des langages. Ce sont toujours des ensembles de chaînes de caractères, comme donc ADFA, d'accord, ALBA, APDA et ATM, qui est encore plus particulier que les autres dans le sens où ATM non seulement encode est un langage qui contient des encodages d'automates, mais en plus, ces automates sont eux-mêmes des machines de Turing. M est une machine de Turing qui accepte W. Et ça rend les choses un peu particulières puisque la définition même de reconnaissance, pardon, je ne vais pas utiliser le bon, la définition même de reconnaissance ou de décidabilité, d'accord? Puisqu'ici, dans cette flèche, à chaque fois, on peut avoir soit l'idée que l'automate reconnaît, ou la machine de Turing reconnaît le langage, ou alors, plus fort, on va dire, hein, parce que c'est une condition supplémentaire, elle le décide, c'est-à-dire qu'elle s'arrête toujours. Mais cette notion de décision et de reconnaissance est liée au fonctionnement même d'une machine de Turing, d'accord, puisqu'elle n'a de sens que dans le sens des machines de Turing. Et donc, on a une forme de circularité supplémentaire, là. D'accord, on avait parlé de ça, puisque M est elle-même ici, d'accord, M est une machine de Turing, M est elle-même une machine de Turing, et donc, on cherche à savoir s'il existe une machine de Turing, d'accord, on va l'appeler H, on la réutilisera plus tard, une machine de Turing H qui décide un langage qui contient lui-même des encodages de machine de Turing. D'accord? On a une forme de circularité qui n'est pas en soi problématique d'un point de vue formel. Hein. Comme on a vu, ATM est un langage tout à fait légitime. Et d'ailleurs, on sait que c'est un langage qui est recognizable, qui est reconnaissable, Turing recognizable, puisque de fait, vous avez écrit pour votre troisième projet un reconnaisseur de ce langage.
OK. Excusez-moi. Donc on avait évoqué ça, donc ça c'est des rappels hein, de la dernière fois. Euh, et ensuite, avant de vraiment de poser la question de la décidabilité donc de ATM, donc avant d'engager sur cette question, est-ce que ATM est décidable? On ouvre une parenthèse pour réfléchir à la question, puisqu'on avait donc nos cercles concentriques, hein, vous vous souvenez. Donc, régulier, CFL, CSL, décidable et Turing recognizable. D'accord? Et donc, on a posé cette question. Est-ce qu'il y a des choses ici? Est-ce qu'il y a des choses ici? Est-ce qu'il y a des choses ici? Et on se propose de le prendre le problème déjà par le plus large, en commençant par dire, ben, peut-être qu'on peut résoudre cette question-là de est-ce qu'il y a des choses qui sont en dehors du Turing recognizable? Et de fait, si ces choses-là sont en dehors du Turing recognizable, ça veut dire qu'elles sont aussi non décidables. C'est-à-dire c'est des langages qui sont aussi non décidables. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai pas pris mon petit déjeuner, donc ah. Euh, alors, euh, parce qu'en en fait, il y a moyen de résoudre ce problème-là, c'est ce qu'on a vu à la fin des derniers cours, de façon un petit peu plus simple, en, euh, en regardant simplement les langages et les machines de Turing comme des ensembles, et en regardant la cardinalité de ces ensembles. Donc, on n'a pas besoin, dans un premier temps, d'isoler concrètement des, des langages. D'accord? C'est-à-dire, on va trouver un langage ici. D'accord? Je vais l'appeler L, NTR pour Non-Turing Recognizable. Et là, LND pour Non-Decidable. D'accord? Ici, on a vu que, bon, il est très probable qu'il y en ait. Hein, c'est facile d'imaginer qu'il y ait des langages qui soient décidables et qui ne soient pas context sensitive. Parce qu'il suffit d'imaginer un langage qui nécessite une complexité spatiale supérieure à celle que le LBA nous propose. D'accord? C'est une complexité spatiale linéaire. Il suffit d'avoir une complexité spatiale exponentielle ou même simplement polynomiale pour être en dehors, pour être dans cet espace-là. D'accord? Et ça, c'est plutôt un problème qu'on verra lors de la partie 3 sur la complexité temporelle et spatiale. Donc, je le mets de côté pour le moment. Donc, avant d'isoler un problème spécifique et de dire, de prouver que ce problème est non-Turing recognizable ou de prouver que tel problème est non-decidable, ça, c'est un petit peu compliqué. Parce que déjà, il faut trouver le problème. D'accord, mais on se doute que ces problèmes ont un rapport avec les problèmes de décision proposés par David Hilbert, d'accord, dans son programme. On a parlé de ça avant. Mais, mais c'est plus compliqué de prouver, de trouver un de ces problèmes-là, de prouver qu'il est indécidable ou de prouver qu'il est non Turing recognizable, que de faire ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire de simplement dire, eh bien, de par la structure de ces ensembles, on sait que forcément, il y a des langages qui ne peuvent pas être Turing recognizable. D'accord? Donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Pour le moment, je fais juste une récapitulation rapide de ce qu'on a vu la dernière fois. D'accord? OK. Alors, donc j'ouvre cette parenthèse
je vais utiliser une nouvelle page. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que, effectivement, si un langage, si un ensemble est plus grand qu'un autre ensemble, et qu'on a une fonction qui va du premier dans le deuxième, une fonction qu'on va appeler L, mais c'est en fait la fonction que nous, on utilise, c'est-à-dire le langage de la machine. Donc ici, on a en fait, derrière, l'idée, c'est que cet ensemble, ce serait l'ensemble des machines de Turing, et là, l'ensemble des langages. D'accord? Alors, si l'ensemble des langages est plus grand, d'accord? Donc, par exemple, on imagine qu'on a 7 langages et 4 machines de Turing. Bon, on a dit qu'une machine de Turing ne reconnaît qu'un seul langage. D'accord? C'était pas tout à fait clair pour tout le monde la dernière fois. Si c'est pas clair, dites-le moi. Mais c'est bien, on a bien une fonction de ces ensembles. D'accord? Quand on a une fonction, ça veut dire qu'on a forcément un mapping tel que à chaque élément de l'ensemble du domaine correspond un élément et un unique élément au plus, d'accord, du codomaine. D'accord? Bon, il se trouve qu'une machine de Turing reconnaît toujours un certain langage, puisqu'il y a toujours une liste, même si cette liste est vide, de chaînes qui sont acceptées. D'accord? Donc, ça peut être l'ensemble vide. Bon, la réalité, c'est que deux machines peuvent reconnaître en fait le même langage, quand on peut avoir cette situation-là. Mais dans tous les cas, si notre ensemble de machines de Turing est plus petit, d'accord? Donc, on a... Ah oui, oui, je ne vois pas l'endroit sur lequel je pointe. D'accord, ok. C'est un bon point. Si je fais ça, normalement, là, vous voyez. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Mais si je fais ça, là, normalement, vous voyez le pointeur. D'accord? Donc, je vais peut-être utiliser le pointeur euh, par la suite pour que vous voyez là où je pointe. Mais merci de me le signaler, effectivement. Il est possible que de temps en temps, inconsciemment, je pointe des choses et vous ne voyez pas. D'accord. OK. Donc, là, en l'occurrence, parce qu'on a une situation où la cardinalité de TM, alors l'ensemble des machines de Turing, hein, TM, je suis un petit peu souple là, sur la signification, et cardinalité de l'ensemble des langages, d'accord? Eh bien, on peut déduire forcément qu'il existe des langages qui n'ont pas de machines de Turing qui les reconnaissent. Et donc, ces langages ne sont pas Turing recognizable. Bon, c'est théorique ici, puisque de fait, il n'existe pas 4 machines de Turing et il n'existe pas 7 langages. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, parce que le problème, c'est que l'ensemble de toutes les machines de Turing, on va lui donner un autre nom parce que c'est pas forcément idéal. Comment est-ce que je fais pour essayer comme ça? L'ensemble de toutes les machines de Turing, on va appeler ça STM, 7 TM, et l'ensemble de tous les langages, d'accord? Mais on a vu que l'ensemble de tous les langages, en fait, la dernière fois, pouvait simplement être assimilé à une partition
de sigma étoile. C'est-à-dire l'ensemble de tous les ensembles de sigma étoile. Pardon, l'ensemble de tous les sous-ensembles de sigma étoile. D'accord? C'est ça que je voulais dire. Alors, si on arrive à prouver que l'ensemble des machines de Turing est plus petit que l'ensemble des langages, alors forcément, il existe des langages qui n'ont pas de machine de Turing. Donc, il existe des langages qui ne sont pas reconnaissables. Ça, normalement, ça doit être clair. Qui ne sont pas Turing recognizable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus petit? Ça, c'est pas tout à fait clair parce que effectivement, on parle d'ensemble infini. Alors, je ne sais pas si vous avez étudié la cardinalité des ensembles infinis avec les Aleph, Aleph0, Aleph1, etc. Mais c'est pas très compliqué et il n'y a pas besoin forcément de rentrer trop dans le sujet pour comprendre ce qu'on veut dire ici. Il faut penser la cardinalité un petit peu différemment de ce qu'on a vu là. D'accord? Parce que ici, on parle d'une cardinalité finie, d'accord, dans ces cas-là. Mais quand on parle de cardinalité infinie, comment est-ce qu'on fait pour comparer deux ensembles infinis? Alors ça, c'est pas forcément évident, mais il y a une astuce. Comment est-ce que vous feriez? Imaginez, vous avez deux sacs de billes et vous voulez comparer les deux sacs de billes, savoir s'il y en a un qui a plus de billes que l'autre, sans les compter. D'accord? Parce que le problème d'un ensemble infini, c'est qu'un ensemble infini n'est pas, on ne peut pas le compter. On ne peut pas associer un nombre, d'accord? Peut-être une des plus terribles erreurs des mathématiques, c'est d'avoir inventé ce symbole-là, d'accord? Qui ne veut absolument rien dire, en fait, puisque on donne l'impression à des étudiants qu'il existe quelque chose qui s'appelle plus l'infini, mais en fait, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet mathématique, l'infini, d'accord? C'est pas un nombre. Donc il faut vraiment se défaire de ça. On les pèse. Alors, si vous les pesez, c'est une autre façon de compter, d'accord? C'est une bonne idée, mais si vous les pesez, ça veut dire que vous avez la possibilité d'arriver à une forme de chiffre fini pour chacun. Mais moi, je veux ni les compter ni les peser. Je ne veux pas de chiffres. Je ne veux pas de chiffres. Mais je veux que vous me trouviez un processus, une astuce qui, sans pouvoir arriver à un chiffre, sans pouvoir associer un chiffre à chacun, me permet de dire à la fin de ce processus, il y en a plus là que là. C'est tout simple. Hein. Donc, en gros, sans la capacité de compter, imaginez que vous ne savez pas compter. D'accord. Et en fait, on pourrait dire à un enfant on pourrait apprendre à ce processus à un enfant de 4 ans qui ne sait pas encore compter jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à 30. Et vous mettez un sac de billes où il y en a 32, un sac de billes où il y en a 35, et l'enfant est capable de vous dire il y en a plus là-dedans que là-dedans. Si vous lui apprenez le processus. Et sans que l'enfant sache compter jusqu'à 30. D'accord? C'est ça l'astuce. Alors, c'est très simple. Hein. Comparer la taille, ben, c'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à comparer le nombre de billes. Et c'est vraiment un processus. C'est-à-dire, vous répétez une action un certain nombre de fois. Et à la fin de cette répétition, vous pouvez savoir il y en avait plus là-dedans que là-dedans. Mais sans compter. Voilà, très bien. Bravo, groupe 7. Vous enlevez, vous enlevez par paire. Vous enlevez en fait une bille de chaque sac, une par une, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui est vide. Le premier qui est vide, c'est celui où il y en avait moins. D'accord?
Donc, vous les enlevez un par un, à chaque fois, une bille. Un enfant de 4 ans qui ne sait pas compter jusqu'à 30, il est capable de faire ça. Et il est capable de déduire à la fin, donc il y en avait plus. Alors, je ne sais pas s'il va le déduire, mais il a la réponse. OK, il y en a eu, il y a un sac où il reste des billes, il y en a un autre où il n'y en a pas. D'accord? Bon, tout simplement, c'est ce qu'on peut faire avec les cardinalités infinies, avec les ensembles de taille infinie, pour comparer leur cardinalité, pour comparer leur taille. D'accord? Vous êtes d'accord que si on est capable de trouver une correspondance 1 à 1 entre deux ensembles infinis, alors ils sont de la même taille. D'accord? Par exemple, c'est le cas de n et n étoiles. Alors, ça peut paraître un petit peu étonnant parce qu'on va dire, non, n étoile, c'est. Alors, attendez, de mémoire, n étoile, c'est donc l'ensemble des entités naturelles avec le 0 en plus. D'accord? Donc, n, c'est 1, 2, 3, 4, etc. D'accord? N étoile, c'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3, avec le 0 en moins. Ah oui. C'est bizarre parce que normalement, l'ensemble des entités naturelles ne contient pas le 0. Peut-être différentes façons de le. Donc, c'est de l'autre côté. N étoile, c'est moins le 0. OK, merci. J'étais pas tout à fait sûr. OK, donc, on va le mettre dans l'autre sens. Ouais, c'est un peu étonnant parce que normalement, l'ensemble des entités naturelles, historiquement, ne contient pas le 0. Mais bon, peu importe. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une correspondance? Est-ce qu'il existe une correspondance 1 à 1 entre ces deux ensembles? Est-ce qu'on peut trouver une fonction, d'accord, qui nous permet de dire chaque ensemble, une fonction donc bijective en fait, qui me permet de dire à chaque élément de cet ensemble correspond exactement à un élément de cet autre ensemble. Oui, à n, on associe n plus 1, tout simplement, d'accord? On peut le faire dans ce sens-là, et il n'y a aucun problème. Alors, il faut faire très attention, d'accord? Puisqu'il est vrai que n, pardon, que n est inclus, donc n étoile est inclus dans n, d'accord? Donc ça, c'est vrai. Mais attention, parce que ce schéma-là, encore une fois, c'est comme le problème de l'infini, il porte vraiment à confusion. Parce qu'il donne l'impression qu'on parle d'ensemble fini avec nos cercles. Donc ce schéma, il est vrai jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les éléments de n étoile sont dans n, mais ce schéma peut vraiment donner l'impression que n étoile est plus petit que n, alors que ce n'est pas le cas. Ce sont des ensembles infinis. Et à chaque élément de n étoile, je peux associer un élément de n avec une certaine formule. D'accord? Donc, en fait, ce sont deux ensembles qui ont exactement la même taille. Et si ce n'est pas clair pour vous, dites-moi. Et ce sont deux ensembles qui ont exactement la même taille. Peu importe qu'il y ait des zéros en plus, en fait. Le zéro en plus ne change rien parce que il n'y a pas un seul élément de n étoile auquel on ne peut pas faire correspondre un élément de n et vice-versa. D'accord? On peut toujours faire correspondre. Puisqu'en fait, du côté non borné de ces ensembles, de côté de l'infini, ça ne s'arrête jamais. Donc, il n'y a pas de, on ne peut pas dire à partir d'un certain point, ça y est, l'ensemble est terminé, donc il est plus petit. D'accord? Donc, ils ont exactement la même taille. Dites-moi si ce n'est pas clair. Donc, c'est vraiment comme nos sacs de billes. On peut, en fait, enlever un par un les billes. Bon, sauf que c'est un processus infini. Mais on peut enlever un par un les billes et il y aura toujours une bille
on sait que pour toute bille dans un sac, on peut faire correspondre une bille dans l'autre sac. Donc, la cardinalité est égale. D'accord? Donc, ça, on peut déduire de ça que la cardinalité de n égale cardinalité de n étoiles. Alors, une fois qu'on a vu ça pour n et n étoiles, en fait, on se rend compte que on peut faire la même chose avec z, par exemple, l'ensemble des entiers. Alors, il faut être un petit peu astucieux pour z, hein, parce que c'est quoi z, hein? Euh, c'est donc moins 2, moins 1, 0, 1, 2. D'accord? Donc, c'est tous les entiers négatifs et positifs. C'est l'ensemble de tous les entiers. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver une correspondance entre n étoiles, ou n, peu importe, hein, puisqu'une fois qu'on a une correspondance avec l'un, on a une correspondance avec l'autre, et z? Allez-y, donnez-moi la réponse. Comment est-ce qu'on ordonne? Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas partir de l'infini, de moins l'infini, hein, vous voyez? Ça va pas. Il faut qu'on puisse associer à chaque nombre dans n, on associe 1 à 1, puis 2 à moins 1, etc. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Ouais, très bien. Les deux réponses sont correctes, ça fonctionne dans les deux cas. Donc, vous pouvez simplement mettre, par exemple, donc, le 0 ici. Ensuite, vous faites moins 1, moins 2, 2, moins 3. Et donc, on voit qu'ici, si on fait ça comme ça, alors ça va aller moins vite d'un côté, mais peu importe, puisque le moins vite n'a aucun sens dans la mesure où on est sur de l'infini, d'accord? Mais on peut toujours associer à un chiffre de z, un chiffre de n, et donc de n étoiles. D'accord? On a donc une méthode, on a une fonction qui nous permet, une fonction bijective qui nous permet d'associer à tout élément de n un élément de z. Donc, on déduit que on a donc cardinalité de n égale cardinalité de n étoiles est égale aussi à la cardinalité de z. D'accord? Et en fait, c'est le cas également pour les nombres rationnels, Q. D'accord? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ce sont toutes les fractions, hein. Alors, c'est pareil, il ne faut pas aller, si vous faites 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, par exemple, vous allez jamais, il y a des fractions que vous n'allez jamais rencontrer. D'accord? Donc, il ne faut pas vous enfermer dans une boucle de laquelle vous ne pouvez pas sortir. Donc, l'astuce, c'est vraiment de considérer que en fait, l'ensemble Q, c'est en fait un ensemble de paires d'entiers naturels. D'accord? Où vous avez un entier naturel sur un autre entier naturel. Donc, si vous le voyez comme un ensemble de paires d'entiers naturels, vous avez une méthode qui vous permet de vous assurer que vous couvrez toutes les possibilités. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites 1 sur 1, d'accord? Alors, il faudrait que je prenne en compte les négatifs, donc ça fait moins 1 sur 1, 1 sur moins 1, et peu importe hein, si vous avez des doublons, du moment que vous couvrez tout. Et donc ensuite 1 sur 2. Alors, j'enlève les négatifs hein, pour que ce soit plus facile dans mon petite explication, mais vous pouvez prendre en compte les négatifs également. 1 sur 2, 2 sur 1, d'accord? Donc, vous couvrez toutes les possibilités de combinaison de 1 et de 2. Ensuite, toutes les combinaisons de 1 et de 3, etc. Ensuite, de 2 et de 3, etc. D'accord? Donc, vous avez une méthode qui vous permet de tout couvrir. Cardinalité de n
au carré, je ne sais pas ce que vous voulez dire par n au carré. Ah oui, 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 c'est ça, c'est-à-dire n croix n. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on peut montrer que on peut associer, on peut montrer facilement que n croix n, c'est en fait q peut être représenté comme n croix n. D'accord? C'est facile de montrer que la cardinalité de n croix n égale la cardinalité de q et que la cardinalité de n croix n est également aussi égale à la cardinalité de n. Tout à fait. Alors, donc, mais peu importe, là, l'idée, c'est juste de montrer que, OK, tous ces ensembles, ils ont en fait la même cardinalité. C'est-à-dire on peut toujours trouver une fonction qui permet d'avoir une correspondance 1 à 1. Encore une fois, comme dans nos billes, d'accord? Maintenant, en fait, on donne un nom hein, à ces ensembles. C'est les plus petits. Tout ça, c'est les plus petits ensembles infinis que vous pouvez imaginer. On appelle dénombrables. D'accord? Ce sont des ensembles qui sont tous dénombrables parce qu'on peut en fait, on peut les dénombrer, on peut leur donner des numéros. D'accord? Donc, Q, par exemple, même si c'est en fait, d'accord, encore une fois, hein, on représente souvent comme ça N, Z, Q, mais ça porte à confusion parce que on a l'impression qu'il y a des ensembles plus petits que les autres. D'accord? Donc, même si c'est vrai, même si c'est vrai que N est inclus dans Z et Z est inclus dans Q, on a quand même toujours la même cardinalité. Parce que ce sont tous des ensembles qui sont, du point de vue de leur taille, qui sont en fait de même taille, de leur taille infinie, puisque, encore une fois, avec ce système de billes, on peut toujours associer à un élément d'un ensemble un élément de l'autre ensemble. Mais pourquoi on appelle ça dénombrable ou énumérable? En anglais, on utilise plutôt countable ou enumerable, parce que on peut vraiment, en fait, fondamentalement, on va dire notre point de départ, notre ensemble témoin, si je peux dire, c'est n ou n étoile, hein. Et on peut vraiment là associer des numéros, on peut numéroter tous les éléments de l'ensemble. Ça revient à dire ça, d'accord? Tous les éléments de Q, je peux leur donner un numéro unique, d'accord? De n. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, il se trouve que l'ensemble des machines de Turing est également énumérable ou dénombrable. Euh, parce que, donc je l'ai appelé STM, d'accord? Et ça, on peut le voir en utilisant un peu la même astuce, tout simplement parce qu'on sait qu'une machine de Turing est définie par un ensemble fini, un sextuplet. Attendez, généralement on commence par Q, sigma, gamma, delta, Q accept, Q reject. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tuplets, c'est un 6, un 6 uplets, je ne sais pas comment on dit en français, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Un n uplet avec 6 éléments. Donc, il suffit en fait de définir entièrement les machines de Turing et de trouver un ordre dans lequel on les organise. D'accord? Avec une certaine... d'accord? Parce que peu importe en fait ce que vous appelez que l'ensemble Q, ce soit Q0 ou que ce soit Q1, d'accord? S'il y a un seul état et que les transitions sont les mêmes, c'est la même machine de Turing. D'accord? Donc le nom qu'on donne n'importe pas, c'est vraiment la structure de la machine qui est importante. Et en fait, on peut partir, par exemple, de la version la plus simple qu'on puisse imaginer, où on a seulement un état, on a seulement un symbole dans l'alphabet, on a seulement le blanc plus ce symbole, on n'a aucune transition. D'accord? Si on part bah, si, on va dire qu'on a une transition vers
de Q0 à QAccept. D'accord, je vais l'écrire comme ça, faire la chose plus simple. On a une seule transition et on a QAccept, QReject. D'accord? Ce serait notre machine de base. Et ensuite, on lui rajoute un état. On rajoute un symbole. D'accord? D'abord, on rajoute un symbole. Ensuite, on rajoute un état. Ensuite, on rajoute une transition. Et vous voyez que il y a une possibilité. Donc ça, on va dire que c'est notre machine numéro 1. D'accord? Et ensuite, on va élaborer un petit peu plus pour avoir notre machine numéro 2, notre machine numéro 3, etc. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment très, très important sur lequel on va revenir plusieurs fois parce que c'est vraiment un concept important. C'est cette idée que fondamentalement, comme c'est un ensemble fini d'éléments qui permettent de construire une machine de Turing, même si potentiellement, d'accord, le nombre de machines de Turing est infini. D'accord, on est d'accord. Mais la définition d'une machine de Turing est toujours finie. Définition est toujours finie. Une machine de Turing n'est jamais définie de façon infinie. D'accord? La définition d'une machine de Turing est toujours finie. Et donc, vous avez un nombre infini de machines de Turing qui sont elles-mêmes définies de façon finie. Donc, ça veut dire que chaque machine de Turing peut être associée, on peut lui associer un certain numéro. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et donc, ça veut dire que, je vais les appeler M1, M2, M3, M4, etc. Ça veut dire que cet ensemble, STM, est donc lui aussi, a lui aussi une bijection avec N. Et donc, ça veut dire que la cardinalité de STM est égale à la cardinalité de N. Donc, cardinalité de M également est égale à aussi à la cardinalité de STM. D'accord? Dites-moi s'il y a des choses qui ne sont pas claires si vous ne suivez pas. J'aurais dû le mettre là parce que j'avais ma liste là. Tac, cardinalité de STM. Voilà. D'accord? Donc, tous ces ensembles-là ont la même cardinalité. Il suffit de voir pour ça qu'on peut numéroter les machines de Turing. On peut leur donner des numéros parce que, en fait, même s'il existe une infinité de machines de Turing, chaque machine de Turing est définie de façon finie. Maintenant, la grande différence avec les langages, c'est que les langages, il en existe une infinité, mais chaque langage peut être lui-même infini. D'accord? Sigma étoile est infini, c'est un ensemble infini. D'accord? Donc, vous avez un décalage, et c'est ça qu'on va voir entre SL et STM, puisque STM, ce sont des machines sont toutes finies, donc c'est un ensemble infini d'objets finis, alors que SL, c'est un ensemble infini d'objets infinis. D'accord? Alors, pour bien voir ce décalage, et la raison pour laquelle on peut prouver que SL est en fait pas de même cardinalité, qui est plus grand que STM, la cardinalité est plus grande, la cardinalité de SL est supérieure à celle de STM. On peut le montrer de plusieurs manières, mais la façon sans doute la plus intéressante, c'est de commencer par noter la différence entre la cardinalité de n et l'ensemble des réels. Et encore une fois, ce schéma porte à confusion parce qu'il va donner l'impression que l'ensemble des réels n'est simplement qu'une couche supérieure, d'accord? Et il est vrai que tous les naturels sont des entiers, tous les entiers sont des rationnels, tous les rationnels sont des réels, d'accord? Puis après, on pourrait augmenter, tous les réels sont des complexes, etc. Mais ce que ce schéma-là ne montre pas, c'est déjà que, 1, tous ces ensembles-là, en dessous de la ligne rouge, sont de même taille, et que 2, il y a un décalage entre ce qui est dessous la ligne rouge et ce qui est au-dessus, en termes de taille. Alors, pourquoi l'ensemble des réels est supérieur en taille à l'ensemble des entiers naturels? Il y a une petite preuve qui est élégante et assez facile. Je vais juste vous montrer. Donc, si je reviens sur mon... est-ce que j'ai moyen de copier? Oui. Duplicate. Attendez.
Ah, voilà. OK, donc c'est bon, c'est bien dupliqué. Je vais juste m'assurer que si j'efface là, attendez, je vais pouvoir le retrouver après. Ouais, c'est bon. OK, super. Alors, comment est-ce que j'ai effacé, mais je voulais pas effacer ça. Je vais faire un peu de place ici. Alors, comment est-ce qu'on prouve? On utilise une preuve qu'on appelle la preuve par diagonalisation. Et regardez bien le principe de la diagonalisation parce qu'on va y revenir plus tard. D'accord? Et c'est un petit peu, cette preuve par diagonalisation est vraiment, dans un sens, au cœur de ce cours. Même si ça peut paraître être une grande parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet, c'est quand même au cœur de ce cours. Le concept de la preuve par diagonalisation, le concept de la diagonalisation. D'accord? C'est pas seulement une preuve par diagonalisation, c'est la diagonalisation elle-même est un concept clé dans ce cours et un concept clé en mathématiques en général. D'accord? Donc, pour ceux qui sont plus intéressés par les mathématiques pures et l'enseignement des mathématiques, c'est vraiment quelque chose qui peut être très important, même si vous n'allez pas forcément l'enseigner directement dans le secondaire. Ça vous donne une perspective sur la place des mathématiques et comment les mathématiques ont la capacité de montrer leurs propres limitations. D'accord? Derrière, il y a des concepts importants. Donc, à la fois théoriques et pratiques. Donc, comment est-ce qu'on peut prouver? Bien, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer, d'accord? Alors, j'ai pas d'espace là, mais pas grave, je vais le répéter à côté. On va supposer que, donc j'ai mon ensemble n, d'accord, avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Et on va supposer que j'ai trouvé déjà une méthode. Alors, d'accord, c'est souvent le principe pour prouver que quelque chose n'est pas possible. Vous supposez que c'est possible et ensuite vous arrivez à une contradiction. D'accord? C'est la preuve par l'absurde. Donc, vous allez supposer que vous avez déjà trouvé une technique pour associer à chaque n un R. D'accord? Donc, on va dire que le premier, je ne sais pas, c'est 3, je mets n'importe quoi. OK? Le deuxième, ça va être 0, 1, 2, 1, 2, 1. D'accord? Le troisième, ça va être etc. D'accord? Donc, peu importe, hein, j'en mets quelques-uns pour l'exemple. Là, c'est juste le chiffre 2. D'accord? Et donc, ça continue comme ça. Et vous avez donc découvert une méthode. D'accord? De même que là, on avait à chaque fois une fonction, hein, f. Je vais l'appeler f1, f2, f3, f4. Bon, là, c'est notre fonction f5 qui nous permet de faire notre 1 à 1, comme on a dit au début avec les billes. D'accord? Et donc, vous avez. Oui, pour le premier, j'ai fait exprès de prendre un peu pi parce qu'on peut imaginer que si on est cohérent, d'ailleurs, le nombre pi doit être dans cette liste-là. D'accord? Parce que pi est un réel. Donc, elle doit être dans la liste quelque part. OK. Mais je ne connais pas tous les nombres de pi, hein, seulement le début. Donc, alors, maintenant, si on suppose qu'on a trouvé cette méthode. Alors maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est créer un nombre R étoile. Je vais l'appeler R étoile. Je vais fabriquer un nombre spécial R étoile qui est tel que R étoile ne peut pas être dans ma liste. D'accord? Alors, comment est-ce que je crée R étoile? C'est assez simple. Vous voyez, on va prendre la diagonale, là. Je prends le premier chiffre ici. Je prends le deuxième chiffre, et peu importe où sont les virgules. Hein. Le troisième, le quatrième,
le cinquième, etc. Et ça continue. Hein. Alors, vous êtes d'accord que ma liste étant infinie dans ce sens-là, d'accord, et étant infinie dans ce sens-là, puisqu'un nombre réel n'a pas de, d'accord, il n'y a pas de limite, pi a des nombres, ma diagonale, elle aussi, continue forcément à l'infini dans ce sens-là. D'accord? C'est logique. Okay. Donc, on a un nombre réel avec un certain nombre infini de... Je prends chaque diagonale, et pour construire mon R étoile, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque chiffre et je vais lui ajouter plus 1. Simplement. Et si je suis à 9, plus 1, ça va être 0. D'accord? Et je vais constituer comme ça mon chiffre spécial R étoile. Donc R étoile, je vous mets juste les premiers, parce que j'ai les premiers, mais après, voilà. R étoile, donc ça va être... donc ça va être 4,2, 0, 1, 2, etc. D'accord? Alors, pourquoi R étoile est particulier? Qu'est-ce que mon R étoile a de particulier? Étant donné la façon dont je l'ai construit. Alors, R étoile est dans R, hein. Il n'y a pas de doute. Hein. R étoile est un réel. Même si ça continue ici à l'infini, c'est un réel. D'accord? Un chiffre, un chiffre avec un nombre infini de chiffres après la virgule, c'est un réel. Peu importe. Mais qu'est-ce que mon R étoile a de particulier? Donc, on sait que R étoile est dans R, mais on sait aussi que R étoile forcément, de par sa construction, qu'est-ce qu'on sait? Oui, il est forcément, bah, il est nouveau dans la liste. Oui, il n'est pas dans la liste. Il ne peut pas être dans la liste. Oui, il est nouveau dans le sens où il ne peut pas être dans la liste. Pourquoi il ne peut pas être dans la liste? Parce qu'en fait, si vous dites ah, R étoile est là, d'accord? Et ça correspond au chiffre, on va dire 102 824, d'accord? Eh bien, le problème, c'est si vous me dites ça, je vais vous dire, ben non, ça ne marche pas parce que le 102 824e chiffre de votre R étoile, ici, il correspond à R étoile plus, il correspond au chiffre de R, au 102 824e chiffre de R étoile plus 1. Donc, ça se contredit. Si R étoile est au 102 824, alors forcément, à cause de ma diagonale, le 102 824e chiffre après la virgule, enfin en comptant celui qui est avant la virgule, peu importe, est forcément plus 1 par rapport, est forcément différent. D'accord? Le plus 1, l'idée du plus 1, c'est de dire différent, hein, est forcément différent de celui qui est dans la liste. Donc, par définition, à cause de la construction de mon R étoile, d'accord, qui est construit sur cette diagonale, mais en faisant la négation de cette diagonale, à cause de la construction de mon R étoile est forcément pas dans la liste. Donc, R étoile n'appartient pas à R. Puisque ici, hein, ma liste, par définition de ma construction, elle est censée inclure tous les éléments de R. Donc, R étoile est un réel qui n'appartient pas à l'ensemble des réels. Contradiction. D'accord? Et donc, notre hypothèse de départ est fausse. Quelle était notre hypothèse de départ? Ben, qu'il existe une fonction F5 bijective qui permet de numéroter tous les réels. Donc, il n'existe pas de...
Et donc, on peut déduire de ça que la cardinalité, il existe toujours un réel qui n'est pas dans cette liste. D'accord? Il existe un R étoile qui n'est pas dans cette liste. Donc, la cardinalité de R est supérieure à la cardinalité de N. Il y a plus de réels que d'entiers naturels. D'accord? Alors, ça a à voir avec le fait que, encore une fois, comme je vous ai dit, les entiers naturels, comme les machines de Turing, c'est un ensemble infini où chaque objet est défini de façon finie. D'accord? Même ce chiffre-là, il est fini. Il contient 6 éléments. Alors que R est un ensemble infini d'objets qui sont eux-mêmes infinis. Donc, on est dans un autre ordre. D'accord? Donc, en revanche, si vous par exemple, si vous prenez l'ensemble des sous-ensembles de N, eh bien ça, c'est de même cardinalité que R. Pourquoi? Parce que là, cette fois-ci, chaque sous-ensemble de N est potentiellement infini. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces problèmes-là, mais ce qui est important de voir, c'est que c'est facile de montrer que R est plus grand que N. D'accord? On sait que N est de même cardinalité que l'ensemble des machines de Turing. Maintenant, ce qu'il suffit de montrer, c'est que l'ensemble des langages n'est pas de même cardinalité que l'ensemble des entiers naturels. On ne peut pas énumérer les langages. Alors, pour voir ça, on peut le faire de plusieurs façons. Soit on peut montrer que la cardinalité d'un langage s'assimile à ceux de R. Pour ça, il suffirait de montrer que, en fait, parce que les langages, d'accord, on avait dit que c'était l'ensemble des sous-ensembles de sigma étoile. Alors, sigma étoile, si vous prenez sigma égale si vous prenez sigma égale 0,1, d'accord? En fait, on peut considérer que sigma, que chaque sous-ensemble de sigma étoile peut être assimilé à un nombre réel. Parce que les sous-ensembles de sigma étoile sont infinis, d'accord? Potentiellement. Par exemple, 0 étoile est infini. C'est un ensemble infini. Il n'y a pas de limite au nombre de zéros qu'on peut avoir. D'accord? Donc, 0 étoile est un ensemble infini. Et 0 étoile est un sous-ensemble de sigma étoile. D'accord? 0 étoile, 1 étoile est aussi un sous-ensemble de sigma étoile. En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que si j'encode un réel sous forme binaire, en utilisant une numérotation binaire au lieu d'utiliser une base 10, d'accord? On peut imaginer faire ça. Eh bien, cet encodage, finalement, va être un sous-ensemble, va être un sous-ensemble de sigma étoile. Donc, ça veut dire que R peut facilement être assimilé, de même qu'on a assimilé avant N croix N à Q, on peut aussi facilement on peut montrer qu'il existe une correspondance 1 à 1 entre la cardinalité de R, entre R, pardon, et l'ensemble des sous-ensembles de sigma étoile. En fait, pour voir ça, il suffit de voir qu'on peut encoder sous forme binaire, avec des 0 et des 1, d'accord, en supposant que sigma c'est 0, 1, n'importe quel de ces nombres réels. Donc si c'est le cas, eh ben, ça veut dire que la cardinalité donc, de SL, des partitions de sigma étoile, est égale à la cardinalité de R, et donc supérieure à la cardinalité de l'ensemble des machines de Turing, puisque cet ensemble est égal à la cardinalité de N. D'accord. Donc, si je synthétise ça sous forme d'un schéma, d'accord, sous forme avec on a la cardinalité de N qui est égale à la cardinalité de l'ensemble des machines de Turing. Et ça, c'est inférieur
à la cardinalité de R, qui est L égale à la cardinalité de l'ensemble des langages. Et donc, forcément, la cardinalité de l'ensemble des langages, donc il existe au moins un langage, en fait, il en existe une infinité. Il existe L tel que non-Turing recognizable. Je vais le mettre en anglais parce que c'est le concept qu'on a utilisé. Donc, si je reviens à mon point de départ, on prouve comme ça qu'il existe bien des langages ici, qu'il existe bien en fait une infinité de langages qui sont non Turing reconnaissables. Alors, on n'a pas dit lesquels, hein, on n'a pas donné d'exemple précis, mais on sait qu'ils existent parce que, simplement parce que la cardinalité de cet ensemble-là, des langages, l'ensemble des partitions de sigma étoile, est strictement supérieure à la cardinalité de cet ensemble, enfin de l'ensemble des langages qui sont Turing recognizable. D'accord? Puisque cet ensemble-là, en revanche, est énumérable. Alors, c'est pour ça que parfois, vous voyez le terme de ensemble récursivement énumérable ou énumérable pour l'ensemble Turing recognizable. Pourquoi? Parce que c'est forcément ceux-là, ce sont forcément les langages qu'on peut énumérer. Puisque c'est les langages qui peuvent être associés à une machine de Turing. Ici, on ne peut pas les énumérer. Donc, cet ensemble-là peut être associé à, peut être comparé à N, et cet ensemble-là peut être comparé à R. OK? Alors, évidemment, si cet ensemble-là peut être comparé à N, tous les sous-ensembles, décidables, CSL, CFL, réguliers, sont tous aussi de cardinalité, de la même cardinalité. On peut tous être comparés à N également. OK, donc je sais que c'est un peu long et c'est une longue présentation, mais c'est un point vraiment important. Et vous avez vu votre première preuve par diagonalisation ici, et on va en voir au moins une autre dans ce qui suit, d'accord? Et donc le principe de la diagonalisation, c'est sur ce genre d'ensemble infini de trouver une diagonale et de cet objet qu'on construit avec la diagonale, on en crée la négation d'une certaine manière pour prouver que et pour ainsi arriver à une contradiction. Ok? Alors, donc on sait qu'il existe des langages qui sont non Turing recognizable. On n'en a pas trouvé de précis, on n'en a pas désigné certains précisément. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va y arriver. Maintenant, la question qui est presque plus importante encore, d'accord, c'est celle-ci, c'est de savoir, s'il existe des langages qui sont Turing recognizable, qui peuvent être reconnus par une machine de Turing, mais qui ne sont pas décidables. On sait que ces langages-là ne sont pas décidables, ne sont pas reconnaissables, donc ils ne sont pas non plus décidables. D'accord? Mais la question, ça va être, est-ce qu'il existe des langages qui sont Turing recognizable, mais qui ne sont pas décidables? Et donc, pour cela, on va commencer par notre langage problématique qui est ATM. D'accord? Alors, il me reste un peu moins de 15 minutes, donc je pense que j'ai le temps de vous faire la preuve pour ATM. Je vais le faire. Mais après, ce que je veux que vous fassiez pour la prochaine fois, c'est vraiment la retravailler, la repenser,
Je vous mettrai l'enregistrement à disposition si vous voulez le regarder, pour vraiment voir si vous l'avez bien compris, parce que c'est vraiment le cœur de ce cours. Et si, s'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez, c'est vraiment ça. D'accord? Alors, on va tout simplement supposer qu'on a effectivement trouvé, un peu comme on a fait avec le problème de la cardinalité de R et de N, on va supposer qu'on a effectivement, ça va être notre hypothèse, qu'on a trouvé une H, enfin il existe un décideur pour ATM. D'accord? Et on va l'appeler H. C'est notre H là. Et on va dire que H décide. D'accord? On avait déjà prouvé qu'il existe bien un décideur pour tout cela. Qu'il est possible d'avoir des simulateurs, des machines de Turing qui permettent de décider ADFA, ALBA et APDA. Maintenant, on va supposer qu'il existe bien un décideur pour ATM, qu'on va appeler H. D'accord? Donc, H décide ATM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que H ne boucle jamais et que H est donc capable de prendre un M et un W. D'accord? H est capable de prendre un M et un W et de toujours donner une réponse, de dire est-ce que M accepte W ou pas? D'accord? Tout simplement. Alors, sur la base de H, on va fabriquer une autre machine de Turing. Et c'est une pratique assez commune de faire ça, puisque ça permet de... en fait, on utilise, on fait tourner des machines de Turing avec des machines de Turing. Ça permet de réduire certains problèmes à d'autres problèmes. On verra cette notion de réduction plus tard. On va fabriquer une machine de Turing qu'on va appeler D. D'accord? Et en fait, ce que va faire D, c'est un petit peu particulier, mais D va seulement prendre une machine en input. Et ce que va faire D, cette machine-là, c'est faire tourner H sur M en donnant à M, d'accord, au lieu de lui donner un W quelconque, d'accord, on va remplacer le W par l'encodage d'elle-même. Alors, c'est un peu étrange, d'accord, c'est bizarre, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est tout à fait légitime. D'accord, il n'y a pas de problème en soi. À quoi ça correspond dans votre projet? Ben, imaginez, c'est comme si donc vous commencez par sélectionner un fichier avec une machine de Turing, d'accord? Et c'est comme si vous copiez ce qu'il y a dans ce fichier texte, d'accord? Et au moment de demander entrer une chaîne d'entrée, vous rentrez, vous collez l'intégralité de votre machine de Turing dedans, de votre encodage de machine de Turing, d'accord? C'est vraiment ça, hein. C'est ce qu'on dit. Donc on va faire tourner H sur M qui prend son propre encodage. En soi, il n'y a pas de problème. C'est juste un peu particulier parce que généralement, une machine de Turing, on ne lui donne pas son propre encodage à lire. D'accord? On donne quelque chose d'autre. Encore une fois, là, on introduit encore une fois une notion de circularité qui est un petit peu étrange, mais qui en soi ne pose pas de problème. On peut imaginer, d'ailleurs, que vous conceviez une machine de Turing qui va être conçue de telle sorte qu'elle vous dise si oui ou non, ce que vous rentrez dans la chaîne d'entrée, c'est aussi une machine de Turing. En fait, si vous avez si certains d'entre vous dans votre programme Java, vous avez inclus une espèce de contrôle au début qui vous dit, qui permet de dire est-ce que c'est le fichier est valide ou pas, c'est ça.
vous prenez ce système de contrôle-là et vous l'encodez comme une machine de Turing, d'accord? Et donc, vous allez avoir une machine de Turing qui est capable de dire si oui ou non ce que… Mais en fait, peu importe là, d'accord? Vraiment, peu importe. On part juste du principe qu'on va faire tourner H, qui est de toute façon un décideur pour ATM. Donc, ça veut dire que H va toujours prendre une décision, d'accord? Il ne va jamais boucler. Donc, si H accepte, donc H va forcément se retrouver dans une des situations, accepter ou rejeter, puisque H est un décideur, donc il ne se boucle jamais. Si H accepte, et bien ce que D va faire, c'est que D va rejeter. Et si H rejette, D va accepter. Encore une fois, c'est un petit peu bizarre, mais peu importe, ça n'a aucune importance. Donc, imaginez, vous avez votre programme, d'accord? Et donc, vous concevez une machine qui va prendre donc votre encodage de machine de Turing, là, votre fichier texte. D'accord? Et on va dans votre champ d'entrée, d'accord? On va prendre ça, on va le rentrer là-dedans, d'accord? Et si cette machine de Turing accepte, alors D rejette, et inversement. D'accord? Et si, donc je vais utiliser une autre couleur, accepte. D'accord? OK. Donc ça, c'est la définition de D. D'accord? Maintenant, la question qu'on va poser, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que D accepte un encodage de lui-même? On ajoute un nouveau niveau de circularité, mais encore une fois, ce n'est pas un problème en soi. D'accord? Est-ce que D, donc D est une machine hein, qui est formellement définie. Là, on a un niveau implémentation, mais derrière, on a une vraie machine de Turing qui est définie avec un certain alphabet, un certain gamma, delta, etc. Et donc, on prend cet encodage de D, d'accord? Et on demande si D accepte son propre encodage, oui ou non. Eh bien, si on suit ce que fait D, d'accord? Donc, on remplace M par D. On va faire tourner H sur D qui prend l'encodage de lui-même. Si H accepte, qu'est-ce que ça veut dire que H accepte? D'accord? Donc, si D, H accepte, ça veut dire que D accepte son encodage de D. Donc, si D accepte D, alors on rejette. Et si D rejette D, alors on accepte. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on accepte? Ça veut dire que D, ça veut dire qu'on rejette que D accepte D, d'accord? Et si D rejette D, alors D accepte D. On arrive à une contradiction. C'est-à-dire qu'on a construit, encore une fois, notre diagonale, D pour diagonale, d'accord? On a construit notre diagonale de telle sorte qu'on ait une contradiction interne qui est générée, qui à la base est complètement légitime. Hein. D ne pose aucun problème. Hein. La fabrication de D ne pose pas de problème. De même que notre R étoile était totalement légitime. Mais seulement, on a trouvé un D, une machine, qui est telle que si elle accepte son propre encodage, elle rejette son propre encodage, de par la définition même de la machine. Et si elle rejette son propre encodage, alors elle accepte son propre encodage. Donc, si elle accepte, elle rejette. Si elle rejette, elle accepte. Donc, on a une machine qui est contradictoire. Et donc, si on arrive à une contradiction, c'est-à-dire que notre hypothèse de départ est fausse. Donc, le problème, ce n'est pas la machine, hein, ce n'est pas D.
Le problème, c'est H. C'est l'existence de H. C'est d'avoir supposé qu'il existait un H qui décide tout, pardon, ATM, le langage ATM. D'accord? C'était ça le problème. Donc, il n'existe pas de décideur pour ATM. Donc, ATM est non décidable. ATM est ici. Donc, comme c'est faux, on en déduit ATM est indécidable. Donc, c'est une preuve un peu particulière parce que fondamentalement, le problème de problème de décision est lié à l'idée de boucler indéfiniment. Mais en fait, on n'utilise pas du tout la notion de boucler dans notre preuve. On n'en parle même pas. Mais indirectement, c'est inclus dans le fait qu'on suppose qu'il existe un décideur qui permet de décider toutes les machines de Turing, alors qu'une machine de Turing peut potentiellement boucler indéfiniment. C'est ça le problème. D'accord? Donc, en fait, c'est comme essayer d'avoir une super machine de Turing qui va au-delà du modèle de machine de Turing. C'est pas possible en soi. C'est juste pas possible. Donc, il n'existe pas, donc il n'y a pas de H qui décide. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, je vais effacer ça parce que c'est faux. D'accord? Il n'existe pas de H qui décide ATM. ATM est indécidable. Est-ce qu'il existe un langage qui reconnaît ATM? Oui. Encore une fois, vous l'avez prouvé d'une certaine manière par le programme que vous avez réalisé. D'accord? Vous avez créé un reconnaisseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque fois que ATM accepte, c'est-à-dire qu'une certaine machine accepte, alors votre simulateur, votre machine de Turing universelle accepte également. Quand ça accepte, ça accepte. Mais le problème, c'est de dire que ça peut aussi rejeter systématiquement quand ça doit rejeter. Et ce n'est pas le cas, puisque vous pouvez avoir des machines qui bouclent indéfiniment et vous n'avez pas moyen de savoir que vous bouclez indéfiniment. Donc, vous êtes coincé avec cette non-information, ce manque d'information sur est-ce que je suis en fait avec une machine qui boucle indéfiniment. Alors, on va voir les ramifications de ce théorème-là, qui est quand même très important, qui a aussi des conséquences pratiques très importantes du point de vue des limites de ce qu'on peut faire avec un programme. On va les voir la prochaine fois, d'accord? Pour le moment, je vous laisse sur cette preuve. Je vous invite à la revisiter dans le livre. Elle est vraiment très bien expliquée pour vérifier que vous la comprenez bien, d'accord? C'est vraiment important. Et on reviendra dessus la prochaine fois. Ce que je ferai, c'est que je réexpliquerai ça un petit peu plus et on verra donc les ramifications et le problème plus important et plus central qui est le problème de l'arrêt d'une machine de Turing. Et en attendant, regardez donc les questions que je vous ai mis pour l'essai. Vous avez un choix de questions, d'accord? Et normalement, certaines choses qu'on a vues aujourd'hui doivent vous aider à examiner ce problème un peu plus. Mais il faut quand même qu'on voit la notion de hypercomputation, hypercalcul, avant que vous puissiez complètement décider sur quel sujet vous voulez écrire votre essai. Donc, on verra ça la prochaine fois. Normalement, la prochaine séance va complètement conclure cette partie 2. D'accord? Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et votre patience. Je sais que c'est un peu long. Bonne fin de journée.